Josiane Chambry-Eslama, merci d'avoir accepté cet entretien. Comme vous le savez, j'ai entrepris récemment une série d'entretiens de femmes psychanalystes. Si j'ai sollicité votre participation, c'est parce que j'ai souhaité recueillir le témoignage d'une femme psychanalyste qui, grâce à son activité et son expérience reconnue, nous transmettrait les enseignements, les réflexions, les espoirs et les doutes que lui ont inspiré son parcours. Commençons par le début de cette aventure. Vous m'avez dit, au cours de l'un de nos échanges, que votre désir de devenir psychanalyste s'est affirmé à la fin de vos études secondaires à Nanterre et que c'est votre professeur de philo, Jean-Paul Milou, professeur éminent, qui a suscité en vous cette résolution précoce. Pourriez-vous dire quelques mots de ce souvenir et de ce professeur qui est resté très présent pour vous? Oui, ce n'était pas à Nanterre que j'ai rencontré Jean-Paul Milou, je l'ai rencontré en classe de terminale. C'était un professeur tout à fait original, surprenant, très marquant donc, et qui m'a effectivement, je dirais, ébloui et, par sa culture et puis aussi par sa liberté, je dirais, en tout cas celle qu'il prenait dans sa manière de nous enseigner. Et il a suscité en moi une passion pour la philosophie, au point d'ailleurs que j'ai pensé à un moment faire des études de philosophie. Et puis en fait, j'avais eu un parcours scolaire très, je dirais très peu cohérent dans le secondaire, parce que j'avais changé 5 fois d'établissement en raison du métier de mon père, qui était militaire. Je n'avais pas, en terminale, je dirais, la culture qui m'aurait permis de faire une prépa. Je n'avais pas fait de latin ni de grec. Donc ça me paraissait quand même assez difficile, et c'est pour cette raison que j'ai renoncé finalement à ces études, alors que Jean-Paul Milou m'y engageait fortement. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré plus tard. J'étais étudiante en médecine, puisque je me suis orientée après vers la médecine, et, dans le métro, je ne sais pas, quelques années plus tard. Et évidemment, je suis allée le saluer. Et je lui ai dit, est-ce que vous vous souvenez de moi? Il m'a dit, mais bien sûr, mais bien sûr. Est-ce que vous faites toujours de la philosophie, mademoiselle? Alors, je lui ai dit, ben non, je fais médecine. 1/4 d'heure tous les jours, mademoiselle, 1/4 d'heure tous les jours. Et il a tourné les talons. Bon, c'était vraiment un personnage marquant, en tout cas. 1/4 d'heure tous les jours, c'était de philosophie. De philosophie. Est-ce que c'est cela qui vous a conduit finalement à vouloir entreprendre des études médicales, puis de devenir psychanalyste? Non, alors les études médicales, en fait, je les ai commencées parce que je me suis dit que j'allais non pas devenir professeur de philo, mais quand même m'orienter vers la psychanalyse que Jean-Paul Milou nous avait fait découvrir, comme il va de soi, je crois, enfin comme il allait de soi en tout cas à l'époque en classe de philosophie. Et j'ai demandé autour de moi quelles étaient les études qu'il fallait faire pour devenir psychanalyste. Et un ami médecin de mon frère m'a dit, il faut faire médecine. Alors voilà, j'ai fait médecine. Et avec l'idée? Avec l'idée, au départ, que c'était la voie pour devenir psychanalyste. Et puis en fait, je me suis prise d'intérêt pour la médecine au cours de mes années de médecine. Et je me suis un peu éloignée de ce désir, et donc
j'ai fait de la réanimation, j'ai fait de la médecine générale, avant de revenir vers la psychanalyse via la psychiatrie. Vous avez donc entrepris vos études médicales, vous êtes devenu psychiatre, et puis après, je vous dis, vous êtes entré à l'ASM 13 pour votre internat. Ici commence une aventure sur laquelle j'aimerais bien que l'on s'arrête quelques instants. Alors l'aventure, elle commençait déjà dans le fait d'avoir un poste d'interne à la SM 13. Bon, je n'étais pas trop mal classée, mais j'étais quand même... enfin, je devais laisser la place avant moi aux hommes qui étaient partis au service militaire, aux femmes qui avaient eu des grossesses et qui avaient été nommées à l'internat les années précédentes, ma nomination. Et donc, en fin d'internat, j'étais chez Blanadet, à Villejuif, chez le docteur Blanadet, qui était un service où il y avait quand même beaucoup de lacaniens, ce qui n'était pas ma tasse de thé, disons. Et donc, j'ai décidé au dernier semestre de remettre mon poste au choix, comme on disait, et de tenter ma chance pour un poste dans le 13e. Et la chance m'a souri parce que j'ai eu un poste dans le 13e, à l'hôpital de jour, chez Jacques Azoulay. Et ça a été pour moi effectivement le début d'une aventure formidable. Vous avez rencontré à l'ASM 13 des personnalités marquantes qui ont eu sur vous, m'avez-vous dit, une grande influence. Jacques Azoulay tout d'abord, et aussi Beno Rosenberg, René Diatkine, Pierre Marty et d'autres sans doute. Pourriez-vous évoquer en quelques mots ces rencontres avec ces hommes éminents que vous avez côtoyés, avec qui vous avez collaboré et qui suscitent en vous encore aujourd'hui admiration et reconnaissance? Si je vous demande cela, c'est que ces personnalités ne sont peut-être plus aussi présentes dans l'esprit des analystes, des jeunes analystes en formation qui ne sont plus de cette époque. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ce poste chez Jacques Azoulay et que je suis arrivée à une époque où Jacques Azoulay voulait remettre en cause, en question, le fonctionnement de l'hôpital de jour. Il en était directeur depuis longtemps déjà, et puis il trouvait que la manière dont l'hôpital de jour fonctionnait, finalement, peut-être favorisait une certaine chronicité chez les patients, et donc il souhaitait réviser son fonctionnement. Je crois qu'il avait même fait faire une enquête dans l'ensemble du 13e pour savoir qu'est-ce que les autres médecins attendaient d'un hôpital de jour pour adultes, quelles étaient les critiques qu'ils pouvaient faire à son fonctionnement. Et donc, moi, je suis arrivée à ce moment-là, et moi, j'étais donc pleine d'enthousiasme et d'espoir dans mon poste. Et donc, ça a été une rencontre entre son moment de doute et de remise en question et mon arrivée. Et on s'est mis au travail et on a décidé de changer totalement avec l'équipe le fonctionnement de l'hôpital de jour. Et ça a été donc une période extrêmement porteuse d'enthousiasme et de satisfaction pour lui, pour moi et pour l'équipe de soignants avec laquelle on a fait tout ça. Oui, donc c'était un moyen de trouver des nouvelles manières de fonctionner pour accueillir les patients et pour les aider à évoluer en luttant contre les processus de chronicisation qui ont
toujours tendance à s'installer avec les patients psychotiques. Et donc, il y a plusieurs thèmes qui ont été travaillés et auxquels on a essayé de trouver des modalités pratiques de fonctionnement, comme par exemple la discontinuité des soins, c'est-à-dire que les gens ne venaient plus du lundi au vendredi soir ou au samedi, je ne me souviens plus, c'était peut-être même ouvert le samedi, de 9 h du matin à 5 h du soir, mais venaient pour des moments spécifiques où on pouvait les accueillir, où on pouvait leur proposer des activités qu'on avait convenues avec eux. Et donc, ça a été le premier thème, la discontinuité des soins. Ils ne venaient pas tous les jours, ils venaient parfois 2 ou 3 fois par semaine, ce qui permettait d'avoir des petits groupes dont on pouvait mieux s'occuper. On a aussi tenté de donner aux soignants le sentiment que leur travail auprès des patients avait de la valeur, en les responsabilisant plus aussi, en leur permettant de s'investir comme soignant de référence auprès d'un patient. Je pense que Jacques Azoulay s'était inspiré de ce que Jacques Haussmann à Lyon avait proposé, c'est-à-dire l'institution mentale autour d'un patient. Avec la continuité des soins. Voilà, donc un psychiatre, un soignant de référence, une assistante sociale, formaient une petite institution autour d'un patient et ça permettait effectivement de compléter l'idée de continuité des soins, parce qu'il y avait quand même, de discontinuité des soins, parce qu'il y avait quand même une continuité qui était assurée par cette petite institution pour chaque patient. Donc ça donnait quand même un esprit beaucoup plus dynamique et vivant au travail psychiatrique. Et j'ai ensuite travaillé avec Victor Souffire quand il a pris la succession de Jacques Azoulay. Puis nous sommes partis aussi tous les deux à la retraite. Et je sais que les deux personnes qui nous remplacent, qu'on avait sollicitées pour nous remplacer à l'hôpital de jour, finalement ont gardé aussi de ce modèle de soins l'essentiel. Vous avez rencontré aussi à la SM13 un groupe de psychiatres psychanalystes, Victor Souffire, Serge Gauthier, Bernard Audier et Jacques Azoulay, bien sûr, qui ont mené une recherche très importante et novatrice dont le but était d'intégrer la psychanalyse à la prise en charge des patients psychotiques adressés à la SM13. Cette recherche, menée pendant plusieurs années, je crois, a été publiée sous le nom de COP13 en 2011. Et vous avez publié un article assez détaillé à son sujet dans la Revue française en 2014. Pourriez-vous retracer l'essentiel de cette recherche et de ce qu'elle a apporté de différent, de nouveau, dans la prise en charge conjointe, psychiatrique et psychanalytique de ces cas difficiles? La COP13, c'est justement, je dirais, un travail de recherche qui s'est inscrit dans la suite de ce que nous avions mis en place à l'hôpital de jour avec Jacques Azoulay. Cette recherche s'est déroulée alors que c'était Victor Souffire qui était devenu directeur de l'hôpital de jour. Et effectivement, il s'est associé Serge Gauthier qui lui s'occupait de ce qu'on appelait l'atelier thérapeutique, hein, où finalement l'activité était plus organisée autour d'un travail des patients. Et puis ensuite, Bernard Audier, qui lui était un des médecins chefs
du XIIIe et qui avait la responsabilité de la polyclinique. Donc c'était des institutions de jour, où les patients étaient accueillis dans la journée. Ils ont fait cette recherche ensemble qui a essayé de formaliser finalement toute l'expérience que nous avions accumulée avec eux et du temps de Jacques et à la suite de Jacques et de lui donner une forme, alors j'oserais presque dire métapsychologique, mais en tout cas s'inspirant fortement de la métapsychologie freudienne, mais une forme qui reposait énormément sur le récit des personnes qui étaient en charge du patient, hein, qui se rencontraient et qui donnaient finalement leur point de vue sur ce qui se déroulait avec eux. Et le croisement de ces différents récits finalement donnait une image du patient, de son fonctionnement, de ses interactions avec les services de psychiatrie, avec sa famille, et une image finalement beaucoup plus vivante que la psychopathologie académique. Donc ça redonnait aussi, je trouve, à l'approche du patient, à la manière de le comprendre, de l'orienter dans son évolution, une représentation beaucoup plus dynamique et vivante. Cette recherche et son utilisation correspondent, je pense, à ce que Philippe Paumelle, qui a fondé la SM13 en 1958, donc au sortir de la guerre en fait, souhaitait réaliser, faire en sorte que la psychiatrie comme la psychanalyse, qui au sortir de la guerre avaient l'une et l'autre besoin de se reconstruire, se complètent, s'articulent, se potentialisent pour améliorer la prise en charge des patients et la coordination des soins, ce que préconisait la psychiatrie de secteur. Votre expérience personnelle, ayant vécu les difficultés et les contradictions de la mise en œuvre d'un tel projet, peut utilement nous rappeler cette période et les difficultés auxquelles cette ambition s'est heurtée. Alors, moi, je suis entrée dans le 13e en 78, donc comme interne. Il était déjà bien installé dans son fonctionnement, qui reposait sur un certain clivage entre les institutions de soins, auxquelles je participais donc à l'hôpital de jour, et le centre Evelyne et Jean Kestenberg, qui était le centre de traitement psychothérapique et psychanalytique du 13e. Un certain clivage parce que finalement les interactions à l'époque entre les psychiatres qui travaillaient en institution, qui avaient la charge quotidienne des patients et de leurs difficultés, et les thérapeutes qui voyaient le patient en séance une fois ou deux par semaine, était insuffisante. En tout cas, c'était le sentiment que nous avions avec Jacques Azoulay, un clivage qui se retrouvait un peu, je dirais, reprendre le clivage du patient psychotique, avec d'un côté la destructivité agie, et elle ne manquait pas de l'être dans les institutions de soins ou dans la famille, et puis une certaine idéalisation
de certains objets comme le thérapeute. Hein. Et donc on avait l'impression que ce clivage qui est finalement structurel à la psychose, eh bien on le retrouvait inscrit plus ou moins dans l'écart entre les psychiatres, fussent-ils psychanalystes qui s'occupaient des patients dans les services de soins, et puis les thérapeutes, les psychanalystes thérapeutes qui les recevaient au centre Evelyne et Jean Questenberg. Et donc il y avait beaucoup de tensions justement entre les deux groupes finalement. Et il me semble que ce qu'on a essayé de faire avec Jacques d'abord et ensuite avec Victor, Serge Gauthier, Bernard Audier, et il y avait aussi Dominique Dayon qui était avec nous, c'était de traiter ce clivage, de proposer finalement un modèle de soins qui lutte contre ce clivage entre destructivité d'une part et idéalisation de l'autre. Je crois que la COP13 est le résultat, enfin un des résultats de cette façon de faire. On a aussi bricolé d'autres systèmes, par exemple, quand j'ai cessé de mes activités comme assistante de Jacques Azoulay en 1985. Jacques s'est ingénié à me trouver quand même des vacations pour venir en tant que psychanalyste dans l'institution, pas du tout pour y être le thérapeute de patients, mais pour participer au travail de l'équipe, aux réunions de synthèse, pour voir des patients en entretien qui faisaient ensuite l'objet d'un séminaire approfondi sur 1, 2 ou 3 séances. Enfin, donc j'ai fait aussi du psychodrame dans le service, donc toute une activité qui évidemment sollicitait ma formation d'analyste, mais qui n'était pas une activité de thérapeute pour un patient, et une activité qui avait lieu dans l'institution. Dans l'institution, c'est-à-dire psychanalyste sans divan. Voilà. Comme dirait Racamier. Voilà. Et je crois qu'effectivement, c'est tout à fait la difficulté qu'a représenté la réalisation de ce projet, de cette articulation, de la prise en charge à la fois psychiatrique et psychanalytique, de cette articulation des deux approches. Oui. Mais je pense que ce qui s'est passé était inévitable. C'est-à-dire que, au fond, peut-être il fallait en passer par là, il fallait en passer par le fait que des analystes aient envie, dans un lieu particulier, de recevoir des patients psychotiques en s'inspirant au plus près du modèle classique, et qu'ensuite, de l'autre côté, les psychiatres, psychanalystes dans les institutions, finalement, aient l'impression que ils étaient plutôt à accueillir la défectologie, pour que finalement les deux tendances se réunissent. Elles se sont réunies aussi après, je trouve, dans le séminaire qu'on a fait avec Gérard Lucas, Michel Vincent, Michel Audy surtout, les psychiatres du centre Philippe Paumelle, et aussi les analystes du centre Evelyne et Jean Questenberg. On a fait un séminaire commun, et ça a été aussi une autre façon de traiter ce clivage qui s'était à un moment un peu trop inscrit dans le fonctionnement institutionnel. Qui a représenté une période assez difficile, d'après ce que j'ai compris. Ça a été difficile. Relationnellement. Moi, je n'étais pas en première ligne, mais je sais que Jacques Azoulay en a beaucoup souffert. De ne pas réussir à faire comprendre ce qu'il voulait.
Jacques Azoulay, il avait travaillé avec Frantz Fanon en Algérie, hein, et donc il avait gardé de cette expérience une volonté d'aller chercher le patient là où il est et de l'aider à partir de la rencontre qui pouvait s'instaurer là où il était. Et donc, il n'a jamais, ce type d'investissement s'est jamais démenti pour lui. Et donc, il a plutôt choisi cette orientation que faire une carrière de psychanalyste à la SPP. Il a toujours été membre adhérent, il n'a pas cherché à être titulaire, à être formateur. Mais il avait en face de lui, au centre, Evelyne et Jean Questenberg, dans la personne d'Evelyne Questenberg, de René Dietkin, de Serge Lebovici, des gens qui, d'Augustin Janot aussi, des gens qui avaient, eux, été au bout de leur carrière de psychanalyste, et donc ils se sentaient toujours un peu mal compris, mal accepté. Mal compris dans cet envisagement voilà. même de la prise en charge. Oui. Et donc pour lui, ça a été douloureux. Et alors on a eu la chance à un moment, et ça nous a aussi redonné un certain dynamisme, c'est que Beno Rosenberg est venu nous rejoindre. On s'est trouvé reconnu, disons, et par lui d'abord, mais aussi par les gens qui sont venus du fait de sa présence, comme Marilia Eisenstein, par exemple, qui nous a rejoints. C'est là qu'a commencé pour moi mon intérêt pour la psychosomatique, mais c'est là aussi que dans ce nouvel espace de travail autour de Beno, Jacques Azoulay, Marilia, finalement, on a poursuivi notre travail sur le clivage, finalement. Alors, ça m'amène à réfléchir à un séminaire que j'ai fait avec Claude Smadja, qui était sur psychose et somatose. Donc, une autre façon, encore, toujours, de traiter les clivages auxquels on a affaire avec les patients psychotiques et dont, finalement, le danger, c'est qu'ils s'inscrivent dans la manière de répondre aux patients, dans l'organisation des soins. Et là, si on fait ça, on passe à côté de l'essentiel. Et donc, il y avait besoin de cette articulation des deux. Et il y en a aussi surtout besoin pour garder aux psychiatres et psychanalystes leur investissement, parce que, évidemment, quand on se heurte à tant de destructivité, de difficultés, de fonctionnement mentaux, le danger, c'est qu'on finisse un jour par baisser les bras. Hein, et donc, l'analyse est absolument, l'analyse, la métapsychologie freudienne ou d'autres métapsychologies d'ailleurs, sont absolument nécessaires pour alimenter l'intérêt du psychiatre psychanalyste, à mon avis. Sinon, on se désespère avec les patients et on jette l'éponge. En tout cas, vers les années 80, si j'ai bien compris, vous avez pris des distances avec la SM13. Et si j'ai bien compris, c'est le moment où vous avez commencé à avoir une pratique personnelle de clinicienne, de vous installer en quelque sorte. Vous avez attendu 85 pour que ça soit une activité à temps plein. C'est ça, c'est-à-dire que jusqu'en 85, de 78 à 85, j'ai fait avec Jacques Azoulay ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire repenser de fond en comble le fonctionnement de l'hôpital de jour. Et puis en 85, j'étais déjà installée comme analyste chez moi l'après-midi. J'avais le mi-temps à l'hôpital le matin, à l'hôpital de jour le matin, et l'après-midi j'étais dans mon fauteuil.
de psychanalyste et à un moment j'ai senti une contradiction en moi entre ces deux approches et je me suis dit que quand même l'essentiel pour moi c'était d'être psychanalyste et que donc il fallait que je renonce à mon activité de psychiatre pour pouvoir le devenir vraiment. Et c'est ce que j'ai fait donc, et c'est là que Jacques Azoulay m'a trouvé quelques heures de vacations pour garder le contact. Pour garder quand même le contact avec les institutions psychiatriques, ce que j'ai fait jusqu'à ma retraite, jusqu'à ce que je quitte un petit peu avant 70 ans, le 13e. Donc j'y ai travaillé quand même 35 ans. Dans votre rapport sur l'objet, au CPLF de l'année dernière, vous dites que vous appuyez sur une clinique non névrotique, comme l'illustrent les exemples que vous développez dans ce texte. On peut penser que votre expérience de la SM13, les influences qui ont présidé à votre formation analytique et à votre activité dans cette institution, vous ont conduit dans votre pratique privée à vous intéresser à la psychose, aux patients psychosomatiques, aux cas limites. Dans la prise en charge de ces cas difficiles, pourriez-vous évoquer en quelques mots les idées forces ou les idées les plus importantes qui vous ont le plus marqué dans les conceptions de Pierre Marty et de Lipso, de Musan et de Green concernant les cas limites? Alors, Pierre Marty, je ne l'ai pas connu directement. Par contre, de Musan, oui, Green aussi. L'un a été mon analyste, l'autre mon superviseur, donc une relation étroite avec eux qui, en ce qui concerne André Green, s'est poursuivie ensuite à travers ses séminaires et ses groupes de travail. Pierre Marty, moi je l'ai découvert à travers Marilia Eisenstein et Claude Smadja et ensuite les personnes dont j'ai suivi des séminaires comme Christian Delormel, aussi des séminaires de Lipso. Donc l'objet, effectivement, je dirais, pour moi ça coulait de source que c'était le sujet que je pouvais traiter dans un rapport, puisque c'était évidemment la part essentielle de la rencontre entre un patient et l'autre qu'est l'analyste autour de la relation d'objet qu'il arrive à instituer avec cet analyste, ou qu'ils arrivent mutuellement à mettre en place entre eux. Donc il me semble qu'effectivement mon parcours de psychiatre, psychanalyste, ma fréquentation de la psychose, ma fréquentation des états limites et des travaux d'André Green me destinait particulièrement à traiter de cette question de l'objet, parce que j'y avais été très très sensible, en particulier dans le travail avec les patients psychotiques en psychiatrie, qui nous demandent en tant qu'objet des prouesses de patience, de tact, d'invention, pour arriver à les accompagner dans leur parcours et à faire en sorte que ce parcours puisse être l'occasion pour eux de transformation. Quels enseignements pouvez-vous tirer de votre expérience d'analyste clinicienne et de votre travail personnel avec ces différents patients? Comme je vous l'ai dit dans un de nos échanges, j'ai le sentiment d'avoir été une héritière et d'avoir eu la chance finalement, à partir du moment où j'ai mis le pied dans le 13e,
de pouvoir hériter de toutes ces recherches et de tous ces enseignements et de toute cette expérience clinique qui était celle des collègues que j'y ai rencontrés. C'est ce qui m'a faite d'une certaine façon. Probablement aussi que ça résonnait avec ma propre sensibilité. Hein. Mais je considère qu'avoir pu travailler, comme je l'ai fait pendant toutes ces années, dans ce creuset qui était l'association de santé mentale du 13e arrondissement, ça a été pour moi une chance extraordinaire d'avoir une formation que je dirais solide. Solide, c'est-à-dire à la fois ayant été en contact avec toutes les formes de psychopathologie, les psychoses d'adultes, les psychoses de l'enfant à travers mes collègues du centre Alfred Binet, les états limites à travers les travaux d'André Green et les patients qu'on voit maintenant le plus souvent dans nos cabinets, et les patients psychosomatiques à travers mes échanges avec Maria Svenstein, Claude Smadja, essentiellement. Donc, je trouve que j'ai eu un parcours qui m'a donné beaucoup de chance. Une chance dont vous avez sûrement fait bénéficier aussi beaucoup de personnes. Alors j'essaye d'en faire bénéficier les autres, effectivement, dans mon travail de superviseur, dans mon travail d'enseignante. Je vais d'ailleurs faire avec une collègue que vous avez connue aussi, qui s'appelle Sylvia Cabrera, un séminaire sur l'œuvre d'André Green à la SPP à partir de la rentrée, parce que bon, André Green nous a quittés il y a une dizaine d'années maintenant. Je trouve que c'est le moment de reprendre son œuvre autrement, vraiment comme l'apport d'un très grand théoricien qui aura profondément marqué. Et autrement, vous dites? De reprendre autrement? Oui, je dis autrement parce que peut-être qu'il fallait aussi un certain temps pour que je dirais, on trouve avec lui et avec son œuvre une distance qui permet peut-être de l'aborder aujourd'hui autrement, parce que c'était, comme vous le savez, un personnage extrêmement marquant, lui aussi, et qui ne laissait personne indifférent. Et alors, soit on l'aimait beaucoup, soit il était très détesté, mais je pense qu'il a fallu tout ce temps aussi, peut-être pour que toutes ces passions se calment, s'apaisent, et que maintenant, le moment est venu de le voir vraiment à travers son œuvre, et de voir comment sa pensée s'est formée et a évolué. Et je pense que c'est le moment, et qu'en particulier les jeunes collègues qui n'ont pas eu la chance, eux, de le connaître personnellement comme nous, sont très demandeurs, parce qu'ils rencontrent ces textes, ils les étudient, mais je pense qu'on peut avoir une fonction là, de go-between entre l'homme et l'œuvre, apaisé, disons. Dépassionné. Dépassionné, voilà. Dépassionné, sans doute. Bien. Tout au long de votre formation et de votre activité au sein de la SPP, vous avez occupé des fonctions et des responsabilités diverses.
Actuellement, vous présidez la commission de l'enseignement qui regroupe les analystes formateurs et ce qui est à l'évidence une responsabilité très importante. Quelles réflexions, quels enseignements, quelles critiques éventuellement dans le fonctionnement institutionnel vous a inspiré votre expérience? Quels changements ou modifications souhaiteriez-vous pouvoir apporter et dans quel domaine principalement? Alors effectivement, je suis depuis un an maintenant présidente de la commission d'enseignement. J'en ai été secrétaire sous la présidence d'Alain Gibaud pendant 6 ans. Et donc Alain Gibaud m'a beaucoup aidé à comprendre quels étaient les enjeux de cette fonction de formateur, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'il a, lui, eu des investissements internationaux très importants à la Fédération européenne de psychanalyse et puis à l'Association psychanalytique internationale. Donc il a une grande connaissance des problématiques qui se posent aux formateurs dans le monde entier. Donc il m'a beaucoup appris de ce point de vue-là. Je vais essayer, moi, de poursuivre le travail de réflexion qu'on a commencé ensemble. Bon, d'abord, ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas facile de modifier des fonctionnements qui se sont ancrés depuis des années, avec je dirais, des approches qui ont sédimenté les unes sur les autres, et que parfois on aurait bien envie de donner un grand coup de pied dans tout ça et de tout transformer, mais bon, c'est pas possible et c'est peut-être pas souhaitable non plus d'ailleurs. Et donc c'est un travail qui demande là encore beaucoup de patience pour pouvoir apporter des petites modifications qui tiennent compte de l'évolution actuelle, de la place de la psychanalyse dans le monde culturel, des difficultés qu'elle rencontre maintenant, d'une part à l'université, où elle est beaucoup moins représentée et enseignée qu'avant, et aussi dans les institutions qui accueillent les jeunes psychologues ou psychiatres, où le modèle psychanalytique n'a plus le vent en poupe, voire on lui met franchement des bâtons dans les roues. Et donc il y a une crise, me semble-t-il, de la place de la psychanalyse dans le socius, qui retentit bien évidemment sur les modèles de formation qu'on peut proposer. Parce que quel modèle proposer quand les patients deviennent si rares, les patients d'analyse deviennent si rares, quand les patients consultent mais qu'ils répondent, comme le titre d'un colloque qu'on avait choisi en 2018, 3 séances, mais vous n'y pensez pas. Donc, quel modèle de formation oui, mais trouver pour tenir compte de cette difficulté sans pour autant abandonner, je dirais, les critères essentiels de la psychanalyse et la cure classique de patients plutôt psychonévrotiques à 3 séances par semaine, ça reste quand même un modèle idéal. C'est un modèle idéal, mais ma question, elle concernait surtout les problèmes qu'en rencontre la commission de l'enseignement dans ses objectifs, dans ce qu'elle souhaiterait pouvoir réaliser. Un des problèmes qu'elle rencontre, c'est cela, c'est
des supervisés qui ont beaucoup de mal à trouver des patients à 3 séances par semaine. Quand j'ai commencé, moi, ma formation, il y a donc plus de 40 ans de cela, oui, à peu près 40 ans, les patients sonnaient et disaient je voudrais faire une psychanalyse. Ça n'arrive plus. Enfin, même chez les formateurs, je suis sûre que il y a très peu de gens qui arrivent en demandant une psychanalyse. Ils demandent une aide pour traverser un moment difficile. Ils ont l'idée que voilà, ils vont venir parler quelquefois et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. Et quand on leur dit que 3 séances par semaine, ils sont absolument effarouchés. Donc ça fait partie des difficultés que nous avons en tant que formateurs. Et d'ailleurs, les choses ont beaucoup changé parce que je me souviens que quand j'ai, moi, commencé ma formation, enfin, ce qui était recommandé, je crois que c'était ce à quoi tout le monde se soumettait, c'est que on voyait un patient une fois, on en parlait à son superviseur, on le voyait éventuellement 2 fois, et puis la 3e fois, il était allongé sur le divan. C'est plus du tout comme ça. Souvent même, les formateurs acceptent que des patients qui ont déjà un certain temps de psychothérapie avec leur analyste, on essaye de les amener progressivement à accepter la situation divan-fauteuil. C'était absolument inenvisageable à votre époque, qui est aussi la mienne. Il fallait arriver avec un patient tout frais, qu'on avait à peine vu, à qui on avait à peine dit 3 mots. Et voilà, et à ce moment-là, on commençait la supervision. Donc, par exemple, ça, c'est quand même un changement extrêmement important. Et pourtant, c'est quand même l'analyse dans le dispositif divan-fauteuil 3 fois par semaine qui reste le modèle de formation nécessaire. Alors, comment faire? Alors, je sais qu'il y a le centre Favreau, le centre de consultation et de traitement psychanalytique de la SPP, qui peut proposer à quelques analystes en formation des patients à 3 séances par semaine, mais leur proposition ne peut être que très limitée par rapport à l'ensemble des cas. Je sais que le centre Evelyne et Jean Kestenberg aussi fait cela, mais en même temps, si vous voulez, c'est des traitements dans des centres gratuits, donc ça introduit quand même un paramètre très important qui est la gratuité. Donc tout ça est très complexe. Très complexe, très difficile. Mais en même temps, je pense que la psychanalyse propose des réponses qui sont d'un tout autre ordre et qui sont incomparables avec les autres approches thérapeutiques, et que donc il faut absolument essayer de maintenir, de la maintenir en vie. C'est à ça que doit s'atteler la commission d'enseignement, c'est-à-dire trouver des compromis entre la situation actuelle qui se présente à nous et en même temps la nécessité de garder un modèle de formation le plus proche du modèle classique possible. Vous m'aviez dit, autour de nos échanges, que vous aviez écrit surtout quand vous aviez été sollicité, et en particulier par Françoise Coblence, à la revue, quand vous avez été sollicité pour un article ou pour une intervention, mais rarement de votre propre initiative.
Cependant, vous vous êtes souvent exprimé par écrit, ce que j'ai constaté en retrouvant de très nombreux articles dans la Revue française, par exemple. Plusieurs articles théoriques sur la conduite de la cure, comme Pourquoi la règle ou Accepter, refuser la symbolisation en acte, ou l'interprétation, etc. D'autres articles concernent des questions plus générales, comme l'image du père dans la culture contemporaine, ou encore l'originaire et l'archaïque, ou encore des écrits plus personnels, m'a-t-il semblé, comme un après-coup révélateur du présent. C'est un article qui m'a beaucoup plu. Alors, il ne s'agit évidemment pas de revenir sur ces différents sujets, mais j'aurais aimé savoir ce que ce travail d'écriture représente ou a représenté pour vous dans votre activité d'analyste. Quels sont les sujets qui vous ont le plus sollicité, les plus faciles ou difficiles à écrire, ceux qui vous sont parus les plus importants, ceux dont vous avez été le plus satisfaite ou l'inverse? Alors, c'est vrai que de ma propre initiative, j'ai rarement proposé un article que j'ai plutôt attendu qu'on me le demande pour me mettre au travail. Mais en fait, j'ai toujours écrit pour moi-même. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai énormément pris de notes sur les patients. Et puis aussi, j'ai beaucoup écrit pour le séminaire d'André Green, où j'ai dû présenter, je ne sais pas, une dizaine au moins de patients, peut-être plus, qui n'ont pas fait l'objet d'une publication. C'est pour la publication que je ne fais pas le mouvement de proposer quelque chose. Mais sinon, écrire pour un séminaire ou pour prendre des notes sur un patient, ça a toujours été le cas et ça m'était quelque chose d'assez naturel. Ce moment de l'écriture, ce moment de la réflexion, oui. Qui aboutit à l'écriture, Oui. mettre sur le papier ce qu'on pense. Oui, ça, je l'ai fait. C'est pour ça que quand il s'agit de présenter un rapport ou quand on me demande un article, j'ai souvent une illustration clinique déjà plus ou moins enregistrée, en tout cas dans un coin de mon ordinateur, et vers laquelle je peux me tourner. Mais c'est le passage à écrire pour la publication, où là, je ne sais pas, par crainte de ne pas avoir des choses vraiment très intéressantes à dire, que je ne me propose pas. Mais si on me demande, je crois que j'ai rarement refusé. Et en fait, on vous a demandé, semble-t-il, assez souvent, si j'en juge par... oui, mais je pense qu'on m'a demandé justement parce que j'ai la formation clinique que j'ai. C'est-à-dire que les gens qui m'ont demandé savaient que voilà, j'avais fréquenté la psychose, que j'avais travaillé avec Green et les états limites, que j'avais échangé avec les psychosomaticiens dans des séminaires et que vous faites partie du comité de la revue de psychosomatique. Donc, ils savaient que j'avais cette... Vous aviez tout ce bagage. Voilà. Quand on me sollicite, en général, je réponds. C'est à la fois un plaisir, mais pas que. Mais pas que. C'est aussi un peu d'inquiétude, d'angoisse. Est-ce que ça va... Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que la clinique et la théorie sont suffisamment articulées, mais pas trop quand même? Enfin, toutes ces choses-là,
c'est quand même pas toujours très facile. J'ai toujours écrit quand on m'a demandé quelque chose. Alors, il se trouve que j'ai été souvent sollicitée, donc j'ai souvent... enfin, j'ai pas mal écrit. Vous avez pas mal écrit, oui. Mais c'était effectivement toujours en réponse plutôt à une demande qu'un mouvement personnel de recherche qui aurait demandé à se traduire rapidement par un travail d'écriture. Je suppose quand même qu'on est quelques-uns, dans mon cas, que les gens qui ont l'intention de faire une œuvre tôt dans leur parcours sont quand même assez rares, il me semble. Hein. En tout cas, c'était pas du tout dans mes perspectives. Mais en même temps, j'ai trouvé que écrire, c'était vraiment une expérience d'auto-formation formidable. Parce que écrire, ça suppose lire d'autres auteurs qui ont traité le sujet. Ça suppose réfléchir à sa clinique pour voir dans quelle mesure elle pourrait illustrer le thème qu'on vous a proposé. Et donc, vraiment, j'engage les jeunes analystes à écrire, soit parce qu'on leur demandera, soit parce qu'ils en auront l'initiative personnelle, mais au congrès de cette année de Lausanne, il y avait un des rapporteurs, Olivier Bonnard, qui disait combien ça lui avait apporté de préparer un rapport et qui engageait les collègues présents à se proposer pour écrire des rapports. Et je suis entièrement de cet avis. Moi aussi, ça m'a énormément apporté et j'ai regretté de l'avoir fait tardivement. La première fois qu'on me l'a demandé, j'ai refusé, donc c'est de ma faute. Hein. Mais c'est quelque chose à faire pas trop tard pour pouvoir en profiter, en faire profiter les patients, en faire profiter les analystes en formation que l'on aura forcément, parce que si on écrit un rapport, on est dans les formateurs probablement déjà, où on va le devenir, et donc on en fera profiter les jeunes collègues. Mais je trouve que qu'écrire, ça fait partie de la manière dont on construit son identité d'analyste. J'avais retenu une phrase de Bion qui m'avait beaucoup frappée, qui disait « Il ne faut pas lire de livres, il faut en écrire ». Et je crois qu'il a raison, que se mettre... Pardon ? Il faut faire les deux quand même. Oui, on peut faire... De toute façon, on fait les deux. Si on écrit, à mon avis, on lit, ou alors... non. Mais je pense qu'effectivement, le travail d'écriture, c'est quand même un travail autrement plus profond et transformateur que la simple lecture. Vous débutez votre rapport sur l'objet, présenté au CPLF de 2022, par un constat très sombre du statut de la psychanalyse dans la société actuelle. En France tout d'abord, mais aussi dans d'autres pays où elle s'est implantée. La psychanalyse a cessé, dites-vous, d'être porteur d'un message subversif et n'est plus à la mode. J'ai noté ce terme de subversif et je voudrais vous demander si vous pouvez développer un peu ce que vous entendez par là. Oui, je crois qu'il y a eu une vulgarisation du corpus théorique de la psychanalyse, une vulgarisation et une réduction.
D'ailleurs, l'un, à mon avis, va forcément avec l'autre. Et donc, les gens qui s'adressent aujourd'hui en psychanalyste, ils ont l'impression que ils savent déjà de quoi il va retourner et qu'on va leur parler de leur Oedipe, etc. Et au fond, je crois qu'ils n'ont pas idée de ce sur quoi aujourd'hui l'analyste porte son intérêt, c'est-à-dire en fait le fonctionnement mental du patient. Hein. Alors, mais ça, je pense que ça reste dans le cabinet du psychanalyste. Ça n'a pas passé la barrière du socius et ça n'est pas connu ou reconnu dans le monde culturel, alors que c'est ça maintenant qui est notre objet. Oui, tout à fait. Alors c'est pour ça que je disais que ça n'a plus le côté subversif des années 70, mais il y a quelque chose qui reste subversif. Qui reste fondamentalement subversif. Voilà, mais qui est difficile à faire connaître en dehors de l'expérience de la cure et donc de l'échange entre le patient et l'analyste dans son cabinet. Et on parlait de l'écriture tout à l'heure, et quand il faut tenter de mettre en forme par écrit cette expérience, c'est pas très facile non plus. Ce désintérêt, cette perte de prestige dont jouissait la psychanalyse, résulte de l'évolution du monde d'aujourd'hui, des conditions de vie actuelles qui ont profondément changé en quelques décennies. Au changement de la vie relationnelle et familiale s'ajoute le progrès technologique qui a modifié la perception du temps, qui atténue la différence entre virtuel et réalité, entre le dedans et le dehors, et donc affecte l'intériorité. À quoi s'ajoutent des conditions de travail déniant trop souvent l'initiative, la créativité, entraînant l'isolement dans un environnement qui sollicite l'affirmation identitaire et narcissique. Vous trouviez que j'avais fait un constat très sombre. Peut-être parce que du fait de ma position de présidente de la commission d'enseignement, je suis confrontée aux difficultés des jeunes collègues actuels à trouver des patients d'analyse, d'une part. Aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, même dans mon cabinet, moi qui suis quand même maintenant... qui peut faire état d'une certaine expérience. J'ai beaucoup de patients qui viennent, mais qui ne viennent pas pour demander une analyse. Et que aussi j'ai dû, ces dernières années, en particulier, disons ces 15 dernières années, 20 dernières années, trouver des aménagements de cadre pour certains patients qui ont des métiers qui les amènent à énormément voyager et à qui on ne peut pas proposer 3 séances par semaine, à jour fixe, à horaire fixe. C'est totalement incompatible avec leur exercice professionnel. Toutes ces questions, toutes ces difficultés que je vois surgir m'ont amené à penser que, effectivement, former des analystes comme on les a formés il y a 40 ans, ça n'est plus possible. Alors, et pourtant, on n'a pas encore trouvé une autre façon de faire qui respecterait les fondamentaux de la psychanalyse. Donc, on est quand même dans une situation que je trouve critique, oui. Mais vous savez, on est quand même très dépendant du monde social dans lequel on vit. Par exemple, quand j'ai fait ma première analyse, c'était dans les années 70,
autour de moi, j'ai demandé et on m'a donné des adresses de lacaniens. Parce qu'à l'époque, les lacaniens avaient pignon sur rue, enfin, ils tenaient le haut du pavé de la psychanalyse, et donc bah, tout naturellement, voilà, j'ai fait une première analyse avec une lacanienne. Je ne savais pas du tout ce qu'était le lacanisme, ni, vous voyez, mais je n'avais pas non plus idée d'autres mouvements qui auraient pu m'intéresser plus. Donc aujourd'hui, si les patients font de l'EMDR parce qu'ils ont un traumatisme ou ou de l'hypnose ou de la méditation, ben, c'est parce que c'est dans l'air du temps. C'est ce qu'on leur propose. C'est ce que le Socius leur propose. Donc, alors en général, ils viennent chez le psychanalyste après des tentatives de cet ordre qui n'ont pas apporté ce qu'ils attendaient, et ils se résignent, si je puis dire, à aller chez le psychanalyste. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, mais ils ne sont pas pour autant prêts à s'allonger tout de suite 3 fois par semaine sur un divan. Oui, surtout dans la continuité, dans cette démarche d'élaboration que nécessite l'analyse, qui n'est pas dans l'immédiat, qui est quand même à l'ordre du jour aujourd'hui. Certain. Donc, vous n'êtes pas la seule à vous alarmer de cette situation concernant la psychanalyse. Et devant son constat, la question qui se pose est mais que peut-on faire pour modifier cette évolution? Quel changement dans la politique institutionnelle pourrait enrayer cette perte d'influence et d'audience? Selon vous, quel avenir peut-on espérer pour la psychanalyse? Bon, déjà, je crois qu'il faut tenir et ne pas se décourager. La première partie de mon rapport était peut-être un peu pessimiste, mais je fais partie des gens qui tiennent à la psychanalyse, qui tiennent à ce qu'elle traverse cette crise et qu'elle en sorte le mieux possible. Donc, effectivement, au niveau de la politique de formation, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire, encore une fois, tout en gardant les fondamentaux de la formation. Bon. Alors c'est à ça que les quelques années où je vais être présidente encore de la commission d'enseignement, je vais m'efforcer avec mes collègues. Clarisse Baruch, qui était la présidente de la SPP jusqu'à mars cette année, a essayé d'ouvrir la SPP à des jeunes praticiens qui ne sont pas encore en formation, mais qui ont envie de venir parler dans des groupes cliniques de leur pratique avec des collègues psychanalystes. Donc ça, c'est une bonne chose. Je crois que ça marche bien et que ça a permis que quelques-uns d'entre eux demandent ensuite à faire un cursus. Elle a eu l'idée, mais je ne pense pas qu'elle ait été très suivie pour l'instant, de éventuellement proposer un enseignement des fondamentaux qui étaient avant le fait de l'université, mais est-ce que c'est notre place? J'en suis pas certaine et je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, parce que c'est vrai quand même que les collègues psychologues qui venaient de l'université où ils avaient reçu un enseignement de la psychanalyse, ils avaient un bagage quand ils commençaient leur formation de psychanalyste à proprement parler, que certains n'ont plus. La lecture de Freud, c'est pas une lecture simple à faire tout seul. Les concepts fondamentaux de la psychanalyse, c'est pas non plus facile de
de les comprendre simplement en prenant un papier et un crayon. Donc je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ça, parce que ça c'est quand même une énorme perte par rapport à la formation des psychanalystes, qu'il n'y ait plus cet enseignement universitaire. Je constate que pour ce qui est de la formation ensuite des psychanalystes, c'est un énorme manque. C'est pas rare maintenant d'avoir un supervisé qui n'a pas lu Freud. Alors il y a des groupes de lecture à la SPP, mais bon, on a quand même l'impression que les gens arrivent avec moins de bagages qu'avant. Moins de bagages et plus de bâtons dans les roues pour, par exemple, travailler dans des institutions où le modèle psychanalytique est connu, respecté, à sa place. Et donc tout ça, ça appauvrit le bagage des analystes en formation, et ça leur demande de faire d'eux-mêmes un plus gros effort de formation. Alors, est-ce qu'on peut les aider et les accompagner dans cet effort? Je crois qu'il le faut. Mais comment? Je ne sais pas. C'est ce à quoi on va s'efforcer là dans les années qui viennent. Alors vous dites qu'effectivement, il y a moins de formateurs et qu'il est de plus en plus difficile de trouver des patients qui souhaitent entreprendre une psychanalyse 3 fois par semaine, avec les contraintes de temps, d'argent, etc. Ça compte aussi beaucoup. La question qui se pose, c'est, avant que les gens même s'orientent vers une formation, qu'est-ce qui peut les inciter à s'interroger et à se poser des questions et à vouloir trouver des réponses par rapport à ce que représente la psychanalyse dans le monde culturel, intellectuel actuel. Alors j'ai l'impression que ce que vous disiez, c'est que même à ce niveau-là, la psychanalyse a beaucoup perdu d'influence et de son côté justement subversif. Subversif, oui. Et le problème, c'est de trouver... Enfin, le problème, une des questions qui se pose, c'est comment redonner à la psychanalyse cet intérêt, la curiosité qu'on peut avoir en cherchant à s'informer sur elle. Je crois que je ne sais pas répondre à cette question. Je pense que les rapports que la psychanalyse a entretenus avec les médias ont toujours été source de malentendus. Donc je ne vois pas, en dehors d'un relais comme cela par les médias, comment la psychanalyse pourrait rapidement retrouver son lustre dans le monde culturel. Je pense qu'il faut qu'elle résiste, qu'elle tienne, qu'elle s'adapte à minima, et que peut-être des changements de sociétaux qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui lui redonneront un jour une place plus importante. Entre-temps, je crois qu'on entre dans une période où il faut résister au bon sens du mot. Alors vous savez, bien sûr que j'ai entrepris une série d'entretiens avec des femmes psychanalystes. J'en viens à la question qui fâche. Elle est plus sociologique que psychanalytique, encore que. Compte tenu de votre expérience et des diverses responsabilités que vous avez exercées ou auxquelles vous avez participé dans votre carrière, avez-vous le sentiment d'avoir été confronté ou d'avoir constaté une différence de considération, de pouvoir, de statut, qui traduirait l'inégalité entre hommes et femmes que l'on constate à des degrés divers dans la société qui nous environne? Ou bien pensez-vous que le monde psychanalytique fait exception et s'est affranchi de cette inégalité?
Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que le monde psychanalytique s'est affranchi de cette inégalité depuis longtemps. Parce que autant j'ai rencontré des problèmes liés à mon sexe quand j'étais étudiante en médecine et médecin, puisque même un jour on m'a expliqué qu'on ne pouvait pas me prendre comme chef de clinique parce que j'allais forcément avoir des enfants et devoir m'absenter. Donc j'ai jamais rencontré quelque chose de cet ordre dans le milieu psychanalytique. J'ai eu l'impression que justement la psychanalyse, un de ses piliers, c'est quand même la différence des sexes, et que cette différence, elle est vraiment tout à fait intégrée par les psychanalystes dans sa dimension à la fois conflictuelle mais aussi enrichissante, et qu'il m'a semblé qu'il n'y avait pas du tout cet ostracisme du féminin en psychanalyse. Je ne dirais pas au contraire, mais en tout cas, il n'existe pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas rencontré. Je pense qu'il n'existe pas dans le monde psychanalytique. C'est peut-être par là que, effectivement, la psychanalyse pourra ressurgir et retrouver de beaux jours dans cette façon qu'elle a de traiter la différence des sexes comme un enrichissement et non pas comme un conflit qui tourne à la guerre des sexes. Voilà. Y a-t-il des questions ou des commentaires que vous souhaiteriez ajouter à ce tour d'horizon que nous venons de faire? Oui, quand on travaille en psychiatrie, la psychiatrie s'adresse à tous les patients, on a à la fois une pluralité dans les approches cliniques, qui va de la névrose à la psychose, de l'adulte à l'enfant, etc. Les adolescents aussi, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais c'est quand même aussi un moment à la fois très important, très fondateur, et en même temps qui peut être très troublé du développement personnel. Bon, on a à la fois cette approche et en même temps on est amené à travailler collectivement. Et je pense que ça destine finalement les gens qui ont cette expérience à pouvoir prendre des fonctions dans l'institution psychanalytique tout naturellement. Leur expérience clinique est large et en même temps le travail collectif fait partie de leur manière d'aborder les choses. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me trouve dans la situation où je suis aujourd'hui. Pour conclure, ce que je dirais, c'est qu'il faut absolument que les psychanalystes ne s'éloignent pas trop de la psychiatrie, même si les psychiatres ne leur font pas toujours bon accueil. Il faut en tout cas sûrement qu'il y ait des lieux de résistance qui font travailler ensemble psychiatres et psychanalystes, psychanalystes d'enfants et psychanalystes d'adultes, et que comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir entrer dans le 13e qui, jusqu'à aujourd'hui encore, et même, je dirais peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, puisque maintenant, l'association Pierre Marty fait partie maintenant structurellement du 13e, donc
Donc on a vraiment dans le 13e un ensemble de personnes qui travaillent ensemble à la recherche psychanalytique adaptée à des patients psychotiques, névrotiques, adultes, enfants, psychosomatiques, et que c'est de cet ensemble, je crois, que pourra émerger des choses nouvelles qui vont alimenter et faire rebondir, je l'espère en tout cas, la psychanalyse. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet échange et je pense qu'il intéressera beaucoup nos collègues et particulièrement ceux qui sont en formation et qui ont donc beaucoup d'interrogations sur le passé, le présent et l'avenir de notre métier. Merci à vous. Je vous remercie.